Bonjour à tous. Première vérité, deux personnes qui s'aiment peuvent vouloir des choses complètement différentes. Deuxième vérité, ces différences ne sont pas des erreurs de casting, elles sont inhérentes à la rencontre des deux profils énéagrammes distincts. Troisième vérité, on peut construire une vision commune sans sacrifier qui nous sommes. Aujourd'hui, nous allons parler de la construction d'une vision commune dans le couple à travers le prisme de l'énéagramme. La personne qui accompagne cette exploration, c'est Esther Perel. C'est une thérapeute de couple belge, installée à New York depuis plus de 30 ans. Elle est l'auteure de L'intelligence érotique et de Je t'aime, je te trompe, traduit dans plus de 20 langues. Elle a un podcast qui s'appelle Where Should We Begin, qui plonge dans de vraies séances de thérapie de couple. Elle est polyglotte, elle parle 9 langues, et elle comprend les nuances culturelles de l'amour à travers le monde. Sa philosophie, c'est que le couple, c'est pas une destination, mais une pratique quotidienne de négociation créative entre deux univers distincts. Aujourd'hui, on va structurer cette exploration comme un parcours en 6 étapes. D'abord, comprendre les différences fondamentales entre les profils. Puis, apprendre à cartographier une vision commune. Ensuite, développer des stratégies de négociation. Après, créer des rituels de connexion. Puis, naviguer dans les tempêtes. Et enfin, cultiver la croissance mutuelle. L'étape numéro 1. Cartographie des différences. Commençons par une évidence qu'on oublie trop souvent. Chaque profil énéagramme apporte au couple des attentes, des peurs et des besoins spécifiques. Prenons des exemples concrets. Un couple, profil 1 et profil 7. Le profil 1 chercherait l'ordre, la prévisibilité, la trajectoire claire. Pour lui, aimer signifiait construire quelque chose de solide, de durable, de bien fait, entre guillemets. Le profil 7 rechercherait l'aventure, les possibilités, la spontanéité. Pour lui, aimer signifie explorer, découvrir, ne jamais s'ennuyer. Ces deux visions ne sont pas incompatibles, elles sont simplement différentes. Et Esther Perel, elle nous rappelle que la plupart des conflits de couple ne portent pas sur les faits, mais sur le sens qu'on leur donne. Un profil 2 avec un profil 5 vivrait d'autres tensions. Le profil 2 chercherait la fusion, le partage constant, l'intimité émotionnelle. Son équation serait proximité égale amour. Le profil 5 aurait besoin d'espace, de temps seul pour se ressourcer. Son équation à lui serait respect de mon espace égale amour. Le profil 3 mesurerait la réussite du couple à ses accomplissements communs. Le profil 4 la mesurerait à l'authenticité de la connexion. Le profil 6 à la sécurité qu'elle procure. Le profil 8 au respect mutuel et à l'autonomie préservée. Le profil 9 à l'harmonie maintenue. Voyez-vous, on ne parle pas la même langue amoureuse. Et c'est normal. Étape 2, l'exercice de la vision partagée. Maintenant, comment construire une vision commune à partir de ces différences? Voici un exercice structuré en 3 temps. Le premier temps, c'est l'exploration individuelle. Donc, chaque partenaire prend 1 heure, séparément, et va répondre à ces questions. Dans 5 ans, à quoi ressemble ma vie idéale? Qu'est-ce qui me rendrait profondément heureux? De quoi ai-je absolument besoin pour m'épanouir? Qu'est-ce que je ne pourrais pas sacrifier? Imaginons maintenant le profil 3 pourrait écrire sur la progression professionnelle, la reconnaissance, les objectifs atteints ensemble. Le profil 9 décrirait peut-être un quotidien paisible, des routines réconfortantes, l'absence de conflits. Le profil 8 parlerait d'indépendance financière, de projets ambitieux, de respect mutuel. Le profil 4 dessinerait une vie unique, créative, profondément connectée. En deuxième temps, le partage, sans jugement. Les partenaires se retrouvent, chacun lit sa vision. L'autre écoute sans interrompre, sans commenter et surtout sans lever les yeux au ciel. Juste écouter et écouter vraiment. C'est difficile. Le profil 1 pourrait avoir envie de corriger, le profil 6 de questionner, le profil 7 de rebondir avec ses propres idées. Non, on écoute. On accueille la vision de l'autre comme une vérité légitime.
Troisième temps, la recherche d'intersection. Ensemble, on cherche où les visions se rencontrent naturellement. Pas les compromis qui sont forcés, les vraies convergences. Par exemple, le profil 3 qui veut une belle maison comme signe de réussite et le profil 9 qui veut un cocon paisible parlent peut-être de la même chose. Le profil 5 qui veut un bureau pour travailler seul et le profil 7 qui veut voyager peuvent s'accorder. Une base stable, d'où partir à l'aventure. Étape 3, les négociations créatives. La négociation dans le couple n'est pas un marchandage, c'est une création commune. Voici des stratégies concrètes selon les configurations de profil. Pour les décisions importantes, établissez des zones de responsabilité. Par exemple, nous pourrions imaginer un couple profil 8 et profil 2. Le profil 8 pourrait naturellement prendre en charge les décisions stratégiques et financières, là où le profil 2 pourrait gérer les relations sociales et familiales. Chacun lead dans sa zone de compétences naturelle. Pour le quotidien, créez des règles simples. Exemple, pour un couple profil 1 et profil 7, il y aurait la possibilité d'alterner un week-end planifié et un week-end spontané. Un couple de profil 6 et profil 9, par exemple, pourrait instaurer la règle d'un veto bienveillant. Chacun a droit à 3 vétos par mois sur des décisions mineures sans justification nécessaire. Pour les conflits récurrents, identifiez les déclencheurs de chaque profil. Le profil 1 réagirait à ce qu'il perçoit comme du laisser-aller, le profil 4 à ce qu'il vit comme l'indifférence, le profil 8 à ce qu'il interprète comme du contrôle. Créez des sortes de protocoles. Quand le profil 6 devient trop anxieux, on fait une pause de 20 minutes. Quand le profil 9 se ferme, on reporte la discussion au lendemain. Quand le profil 3 entre en mode performance, on se rappelle qu'on n'est pas en compétition. Étape 4. Les rituels créent de la prévisibilité dans le chaos du quotidien. Chaque couple devrait avoir les siens, adaptés au profil en présence. Le rituel de transition. Comment passe-t-on du mode travail au mode couple? Le profil 5 pourrait avoir besoin de 30 minutes seul avant de se connecter. Le profil 2 pourrait avoir besoin d'un câlin immédiat. On respecte les deux besoins. D'abord le temps seul, puis la connexion. Le rituel de décision. Pour les choix importants, on crée un processus. D'abord, chacun réfléchit seul, par exemple pour les profils 5, 9 et 4. Puis, on partage nos réflexions, pour les profils 2, 3 et 7. Puis, on examine les risques, pour les profils 6 et 1. Et enfin, on décide ensemble, pour les profils 8 et 3. Le rituel de reconnaissance. Chaque semaine, exprimez ce que vous appréciez chez l'autre dans sa langue. Pour un profil 3, reconnaissez ses accomplissements. Pour un profil 2, sa générosité. Pour un profil 1, ses efforts. Pour un profil 4, sa créativité unique. Pour un profil 5, sa profondeur de réflexion. Pour un profil 6, sa loyauté. Pour un profil 7, sa joie de vivre. Pour un profil 8, sa force. Pour un profil 9, sa capacité à créer la paix. Étape 5. Naviguer dans les tempêtes. Les crises arrivent. Un parent malade, une perte d'emploi, un déménagement forcé, chaque profil réagit différemment sous stress intense. Le profil 1 deviendrait plus rigide, plus critique. Son partenaire pourrait le vivre comme du jugement alors que c'est simplement de l'anxiété. Le profil 2 se sacrifierait encore plus, s'épuisant pour aider tout le monde, sauf lui-même. Le profil 3 entrerait en mode survie, travaillant frénétiquement pour régler, entre guillemets, la situation. Le profil 4 pourrait sombrer dans la mélancolie, amplifiant toute cette dimension tragique. Le profil 5 se retirerait complètement, devenant quasiment inaccessible. Le profil 6 imaginerait les pires scénarios, paralysé dans cette anxiété. Le profil 7 fuirait dans l'hyperactivité ou les plaisirs immédiats. Le profil 8 prendrait tout en charge, écrasant l'autre sans le vouloir. Le profil 9 s'engourdirait, se déconnectant petit à petit de la réalité. La clé de ça, c'est reconnaître ces mécanismes bien avant la tempête. En parler quand tout va bien. Si on traverse une crise, je vais probablement faire ça. Ce n'est pas contre toi, c'est mon mécanisme de survie. Et créer les garde-fous. Le profil 1 en stress pourrait avoir un mot de code que son partenaire utilise pour signaler sa rigidité excessive. Le profil 9 pourrait avoir un rituel quotidien non négociable, de connexion, même bref, pour ne pas se perdre.
Étape 6, la croissance mutuelle. Esther Perel dit que le couple est une machine à grandir. Chaque profil peut apprendre de l'autre, s'enrichir à son contact. Le profil 1 pourrait apprendre du profil 7 que l'imperfection n'est pas une catastrophe. Le profil 7 pourrait apprendre du profil 1 que la structure peut être tout à fait libératrice. Le profil 2 pourrait apprendre du profil 5 que prendre soin de soi n'est pas égoïste. Et le profil 5 pourrait apprendre du profil 2 que la vulnérabilité crée de l'intimité. Mais attention, on ne change pas l'autre. On s'en inspire, on s'en enrichit, on reste qui on est en devenant un peu plus. Créez un journal de croissance du couple et chaque mois, vous pouvez noter: qu'est-ce que j'ai appris de toi? Comment j'ai grandi grâce à nous? Ou est-ce que je résiste encore? La métaphore du jardin. Pensez au couple comme un jardin. Chaque profil est une plante différente. Le profil 1 serait un bonsaï, nécessitant une attention méticuleuse. Le profil 7 serait une liane, qui s'étend dans toutes les directions. Le profil 5 serait un cactus, nécessitant peu, mais régulièrement. On ne demande pas au cactus de devenir une liane. On ne taille pas la liane comme un bonsaï. On crée un jardin où chacun peut pousser selon sa nature, tout en créant ensemble quelque chose de plus grand. Exercice final. La charte du couple. Voici un exercice concret à faire ensemble. Créez votre charte de couple, un document simple, d'une page maximum. Section 1, nos valeurs communes. 3 valeurs maximum sur lesquelles vous ne transigez jamais. Peut-être l'honnêteté, le respect, la croissance, ou la liberté, la créativité, l'aventure, ou la sécurité, la loyauté, la stabilité. Section 2, nos espaces individuels, ce que chacun garde pour soi. Le profil 5 garde ses moments de solitude, le profil 3 ses projets professionnels personnels, le profil 4 son expression créative. Section 3, notre vision à 5 ans. Une phrase simple, claire. Nous construisons une famille aimante et créative. Nous explorons le monde ensemble en restant ancrés. Nous créons une entreprise qui change des vies. Section 4, nos règles de navigation. Comment on gère les désaccords? Comment on prend les décisions? Comment on se reconnecte après une dispute? Et cette charte, elle est évidemment pas gravée dans le marbre, elle évolue tout au long de la vie. On la relit tous les 6 mois, par exemple, et on l'ajuste. Et elle grandit avec le couple. Conclusion. Construire une vision commune quand on a des profils énagrammes différents, c'est accepter qu'on ne fusionnera jamais complètement. Et ça, c'est tant mieux. C'est dans la tension créative entre deux visions qu'on construit quelque chose de vraiment unique. Pas la vision de l'un, ni celle de l'autre. Pas avec des compromis fades. Il y a comme une sorte de troisième voie qui naît de la rencontre des deux univers. Esther Perel nous rappelle que l'amour moderne demande de tenir deux besoins en tension. Le besoin de sécurité et le besoin de liberté. Le besoin de fusion et le besoin d'autonomie. Le besoin de prévisibilité et le besoin de surprise. L'énéagramme nous donne une carte pour naviguer ces paradoxes, pour comprendre pourquoi l'autre réagit comme il réagit, pour ne pas prendre personnellement ce qui ne l'est pas, pour créer un espace où deux personnes peuvent être pleinement elles-mêmes tout en construisant quelque chose ensemble. Notre mission de cette semaine, c'est de faire l'exercice de la vision partagée avec notre partenaire. Juste la première étape. Écrivez chacun votre vision, lisez-la à l'autre. Cherchez une intersection, une seule, et célébrez-la. Dans notre prochain épisode de la série Collectif, nous explorerons comment construire une vision partagée, mais cette fois dans une équipe ou dans une organisation. Comment aligner des profils multiples vers un objectif commun tout en respectant la diversité. Merci pour votre écoute.